Je pense que beaucoup d'entre nous comprennent que nous vivons dans ce vaste univers extraordinaire. Mais nous nous percevons comme si nous étions de toutes petites choses insignifiantes. Comme s'il y avait ce gigantesque univers physique dans lequel se trouve la biosphère. Puis, à l'intérieur, il y a la société. Et encore à l'intérieur, il y a nous. Je ne suis qu'une personne parmi 7 milliards d'autres personnes. Alors en quoi suis-je important ? Nous voyons cela comme une relation entre différents conteneurs, dans lesquels le meilleur est à l'extérieur et le moins bon à l'intérieur. Nous n'avons donc rien de spécial. Mais la palette de l'être nous dit le contraire. Elle dit que la manière dont nous vivons notre vie, la manière dont nous affectons nos amis et notre famille, change la façon dont ils seront capables de créer l'avenir. Cela change la manière dont les communautés affecteront la société. Puis la société change sa relation avec la biosphère, ce qui au final affecte la planète, mais aussi l'univers entier. Bonjour, je m'appelle Tom Shi. Depuis que je suis enfant, mon but est de comprendre comment fonctionne l'univers entier. Cette fascination m'a conduit jusqu'à mon premier travail à l'âge de 15 ans. Je faisais des recherches pour l'Observatoire du Centre d'astrophysique de Harvard, dans lequel j'étudiais les noyaux actifs de galaxies. Aujourd'hui, des années après avoir été un astrophysicien, j'ai pour ainsi dire mûri et je suis entré dans l'univers des gens. Mais il semblerait que l'univers des gens est bien plus compliqué à comprendre que le reste de l'univers. J'ai quand même continué et le fait d'être devenu technologue, inventeur et entrepreneur m'a permis d'en apprendre beaucoup sur les gens. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui correspond un peu à ce que j'ai appris. Car alors que j'en apprenais plus sur les gens, je suis devenu curieux à propos de l'écart qui subsiste entre nous en tant qu'êtres humains et nous en tant que civilisation, surtout en ce qui concerne les difficultés à venir. L'un de ces écarts que j'ai pu constater concerne ce concept. Un concept pourtant très simple. C'est le concept que tout est connecté. Vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. En fait, c'est quelque chose que l'on trouve dans presque toutes les traditions spirituelles de l'humanité et à travers l'histoire. Quand j'entends des personnes prononcer ces mots « nous sommes tous connectés », ils le font d'une façon qui laisse penser qu'ils aimeraient que ce soit vrai. Ça semble abstrait pour eux, quelque chose d'ésotérique, quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Mais ils aimeraient vraiment que l'univers soit comme cela. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer en quoi tout est réellement connecté. Non pas d'une façon abstraite ou ésotérique, mais d'une façon très concrète, très directe et surtout d'une façon compréhensible. Je vais faire cela à travers 3 différentes histoires. L'histoire du cœur, l'histoire de la respiration et l'histoire de l'esprit. Allons-y. Vous tous dans le public aujourd'hui, vos cœurs sont en train de battre en ce moment même. La raison pour laquelle votre cœur bat, c'est que vous devez faire circuler cette molécule appelée hémoglobine à travers votre sang. L'hémoglobine transporte une plus petite molécule que l'on appelle Mb, celle que nous voyons à l'écran. Au cœur de la molécule d'Mb se trouve un seul atome de fer. Donc au cœur de notre cœur se situe ce petit atome de fer. C'est une partie essentielle de la molécule d'hémoglobine car c'est lui qui permet de lier l'oxygène et de le transporter dans notre système circulatoire. Une chose que vous ignorez peut-être, c'est que la seule manière qu'utilise l'univers pour créer du fer, c'est avec les supernovas et avec les étoiles supergéantes. L'univers a commencé sans aucun fer du tout. Hydrogène, hélium. C'est uniquement grâce à ce processus d'étoiles qui se forment et qui explosent que le fer qui circule dans nos veines a pu être créé. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Car pourquoi de nouvelles étoiles continuent de se former ? Après une supernova, cela peut prendre du temps avant que tous les gaz se rejoignent pour former une nouvelle étoile. Pour comprendre comment ça marche, nous devons d'abord comprendre pourquoi les étoiles se forment. Même si les étoiles peuvent se former de différentes façons, l'une des plus solides est celle-ci, les collisions galactiques. Voici des images provenant du télescope Hubble.
Ce sont toutes des galaxies différentes car ce processus peut prendre en réalité entre 1/2 billion et 1 billion d'années. Ces images illustrent le processus de collision galactique. Sur la ligne du haut, vous pouvez voir les galaxies se rapprocher doucement l'une de l'autre. Et sur la ligne du dessous, vous pouvez voir entrer en collision et voir leurs gaz interstellaires se mélanger. Quand ça arrive, elles s'enflamment et créent de nouvelles étoiles dans toute la nouvelle galaxie, ou à l'intérieur de ce qu'il reste après la collision. Mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire. Sinon, pourquoi donc les galaxies feraient-elles une telle chose? Ça n'a pas l'air du genre de choses qui arrivent sans aucune raison. Pour comprendre la raison, nous devons reculer très très loin. Nous voici à un niveau qui nous permet de voir environ 100 000 galaxies. L'image d'avant, nous avions 2 galaxies, et maintenant, nous en voyons 100 000. Chacun des points de l'image est une galaxie se trouvant dans notre super amas de galaxies. Et nous sommes ce point rouge qui dit « Vous êtes ici ». Ces lignes brillantes ne sont pas des galaxies. Il s'agit des trajectoires que prendront les galaxies avec la gravité dans les prochains billions d'années. Dans cette magnifique danse avec la gravité, toutes ces galaxies vont tournoyer ensemble dans une structure que l'on appelle l'Aniakea, qui signifie en hawaïen « immense horizon céleste ». C'est ce processus de 100 000 galaxies qui tournoient ensemble qui provoque le phénomène de collision galactique, ce qui permet aux étoiles de se former et donc de créer le fer qui circule dans nos veines grâce à chaque battement de cœur. Ainsi, chacune de notre pulsation cardiaque est en réalité connectée. Maintenant, passons à la deuxième histoire. C'est une histoire à propos de la respiration. Prendre une profonde respiration est l'une des façons les plus simples de se reconnecter à notre corps. Une respiration profonde et apaisante. Mais respirer profondément n'était pas quelque chose qui était possible sur cette planète il y a 3 billions d'années. Sur cette image, nous avons la composition de l'atmosphère de la Terre telle qu'elle était à ce moment-là. Nous avions à peu près la même quantité de nitrogène, mais nous n'avions quasiment pas d'oxygène. Vous n'auriez pas pu respirer il y a 3 billions d'années. Nous avions également une énorme quantité de dioxyde de carbone, ce qui en faisait une planète quasiment inhabitable. Il n'y a qu'un organisme unicellulaire qui pouvait exister à cette époque dans des stromatolites ou des espaces clos. Heureusement pour nous, l'un de ces organismes qui s'appelait cyanobactéries était en vie à cette époque. En voici une image. Cet organisme a cette faculté spéciale que l'on appelle photosynthèse. Cette capacité de prendre l'énergie du soleil et de transformer le dioxyde de carbone en oxygène. Tout au long de ces billions d'années, et sachant que ça a commencé il y a 2,5 billions d'années, petit à petit, cette bactérie s'est répandue à travers le globe. Puis, elle a converti le dioxyde de carbone contenu dans l'air de l'époque en l'oxygène que nous avons dans l'air d'aujourd'hui. Et ça s'est fait très lentement. Premièrement, il devait remplir les mers et les océans. Puis ensuite, saturer l'oxygène que la Terre absorbait pour que finalement l'oxygène puisse remplir l'atmosphère terrestre. Donc, il y a environ 900 millions d'années, l'oxygène commença à remplir l'atmosphère. Et il y a 600 millions d'années, quelque chose d'incroyable arriva. La couche d'ozone se forma à partir de l'oxygène qui fut libéré dans l'atmosphère. Ça n'a l'air de rien, comme si l'ozone datait de quelques décennies seulement. Mais avant que la couche d'ozone n'existe, la Terre ne pouvait pas habiter des formes de vie complexes. Il y avait des organismes unicellulaires. Il y avait aussi quelques organismes multicellulaires, mais il n'y avait rien qui ressemblait à vous et moi. Peu de temps après que la couche d'ozone se soit formée, la Terre put enfin accueillir des formes de vie plus complexes. Il y a eu une explosion cambrienne de vie qui s'est répandue dans les océans. Puis, la première plante a atteint le sol terrestre. Il n'y avait aucune vie sur le sol avant cela. Une autre façon de le voir, c'est de regarder ce graphique représentant les principaux animaux que nous connaissons. La ligne en bas du graphique représente la formation de la couche d'ozone. Rien de ce que vous connaissez aujourd'hui ne pourrait exister sans la contribution que ces petits organismes ont apportée pendant ces billions d'années. Mais où sont-ils aujourd'hui? En vérité, ils ne nous ont jamais vraiment quittés. Le descendant direct de la cyanobactérie fut capturé par les plantes. C'est ce qu'on appelle des chloroplastes. Nous avons sûrement mangé quelques-uns d'entre eux aujourd'hui.
Voici l'image d'une feuille de plante agrandie dans laquelle des tonnes de chloroplastes contribuent à la photosynthèse et produisent de l'énergie pour les plantes, qui continuent d'être notre deuxième poumon aujourd'hui. En ce sens, nos respirations sont très profondément connectées à elles. Chacune de nos expirations est reflétée par l'inspiration d'une plante. Et leurs expirations sont reflétées par nos inspirations. Je vais mettre cette histoire de côté un moment pour vous parler de quelque chose. Nous allons faire une expérience de pensée. Imaginez que vous soyez l'un de ces petits organismes il y a 2 billions d'années. Vous naissez, vous vivez quelques semaines et vous mourrez. Vous avez l'impression que rien n'a changé, que vous n'aviez aucun but précis dans la vie. Le monde dans lequel vous êtes arrivé est exactement le même que quand vous l'avez quitté. Mais ce que vous n'avez pas saisi, c'est que chacune des respirations que vous avez prises a contribué à la possibilité d'innombrables vies après vous. Des vies que vous ne pourriez pas voir, des vies dont nous faisons partie aujourd'hui. Ça vaut la peine de se dire que peut-être que le sens de nos vies dépasse la portée de notre compréhension. Et si c'est vrai pour chacun de ces organismes, alors c'est sans doute vrai pour nous aussi. La dernière connexion est dans l'histoire de l'esprit. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes tous connectés d'une manière psychique ou d'une façon bizarre et impossible à expliquer scientifiquement. Je vais vous illustrer la connexion de l'esprit à travers l'histoire de cet instrument. Voici un piano. J'ai un rapport privilégié avec les pianos. Merci maman. Elle m'a donné des leçons de piano très tôt dans ma jeunesse. C'est très courant quand vous êtes asiatique. Ce qu'il y a de magnifique avec cet instrument, c'est qu'il est tellement nuancé, texturé et complexe, et pourtant tellement de beauté peut être créée avec, que l'on peut faire une carrière ou faire une vie entière en jouant de cet instrument. Les musiciens professionnels ou les pianistes de concert ont besoin de connaître cet instrument en profondeur de façon très intime. Grâce à lui, ils peuvent créer avec des sons d'une manière qui nous éblouit, qui nous transporte et qui nous touche profondément. Mais si vous regardiez dans l'esprit d'un pianiste, en utilisant tout le matériel d'imagerie moderne d'aujourd'hui, vous pourriez voir quelle quantité de leur cerveau est dédiée à cet instrument. La faculté de coordonner leurs 10 doigts, la capacité de travailler avec la pédale, le ressenti du son, la compréhension de la théorie de la musique. Toutes ces choses sont représentées sous la forme de différentes structures et modèles dans le cerveau. Maintenant que vous savez ça, vous devez aussi savoir que toute cette magnifique structure de la pensée dans le cerveau n'était pas encore possible il y a de cela quelques centaines d'années à peine. Car le piano ne fut inventé qu'en 1700. Cet incroyable modèle de la pensée dans le cerveau n'existait pas il y a 5000 ans. Autrement dit, le talent, la relation au piano et la beauté qui en émane n'étaient pas quelque chose d'envisageable dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et l'invention du piano ne provient pas d'une pensée indépendante non plus. Il aura fallu une amélioration de l'ingénierie mécanique. À cela s'ajoute l'histoire des instruments à cordes. Il aura fallu tellement de modèles et de structures de la pensée pour nous amener à la possibilité de cette invention et ensuite nous amener à la possibilité de le maîtriser pour en jouer. Ça nous amène à un concept que j'aimerais partager avec vous, un concept que j'appelle la palette de l'être. Car nous sommes tous nés dans cette vie en ayant à notre disposition toutes les expériences de l'humanité. Basiquement, nous ne pouvons peindre qu'à partir des modèles de pensée et des façons d'être qui ont déjà existé. Alors si le piano et la façon d'en jouer est une façon d'être, et que c'est une façon d'être qui n'existait pas il y a 5000 ans, c'est une couleur qui ne se trouverait pas sur la palette de l'être. Vous ne pourriez pas peindre avec. Si vous naissiez aujourd'hui, vous pourriez apprendre cette compétence. De nos jours, vous pourriez également devenir un informaticien, une autre couleur qui n'existait pas non plus il y a quelques centaines d'années. Nos vies sont formidables pour la raison suivante. Nous sommes nés dans cette vie et nous avons la possibilité de créer une peinture unique à partir des couleurs de l'être qui nous entourent au moment de notre naissance. Et dans le processus de la vie, nous avons aussi la possibilité de créer une nouvelle couleur. Ça pourrait venir d'une nouvelle invention, comme une voiture autopilotée, un piano ou un ordinateur.
Ça pourrait venir de la façon dont vous vous exprimez en tant qu'être humain. Ça pourrait venir d'une œuvre artistique que vous créez. Chacune de ces façons d'être, toutes ces choses que l'on matérialise à travers le processus créatif de mélanger toutes les choses qui étaient déjà là quand nous sommes venus au monde, nous permettent d'étendre la palette de l'être pour toutes les sociétés après nous. Cela m'amène à une façon simple d'illustrer tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre nous comprennent que nous vivons dans ce vaste univers extraordinaire. Mais nous nous percevons comme si nous étions de toutes petites choses insignifiantes. Comme s'il y avait ce gigantesque univers physique dans lequel se trouve la biosphère. Puis, à l'intérieur, il y a la société. Et encore à l'intérieur, il y a nous. Je ne suis qu'une personne parmi 7 milliards d'autres personnes. Alors en quoi suis-je important? Nous voyons cela comme une relation entre différents conteneurs, dans lesquels le meilleur est à l'extérieur et le moins bon à l'intérieur. Nous n'avons donc rien de spécial, mais la palette de l'être nous dit le contraire. Elle dit que la manière dont nous vivons notre vie, la manière dont nous affectons nos amis et notre famille, change la façon dont ils seront capables de créer l'avenir. Cela change la manière dont les communautés affecteront la société. Puis la société change sa relation avec la biosphère, ce qui au final affecte la planète, mais aussi l'univers entier. Et s'il est possible pour la cyanobactérie de transformer totalement l'environnement de la planète, alors il nous est possible d'en faire autant. Ça nous amène à une importante question, en ce qui concerne la manière dont nous allons nous y prendre. Car nous avons hérité de ce merveilleux cadeau qu'est la conscience. Grâce à ce don, nous avons la capacité de comprendre à quel point nous sommes tous connectés d'une façon que les animaux n'ont jamais eu l'opportunité de connaître auparavant. Et puisque nous avons la capacité de comprendre à quel point nous sommes tous connectés, nous avons la responsabilité de choisir ce que nous allons faire de ce savoir. Comment allons-nous l'utiliser pour bâtir nos sociétés et façonner nos vies? Je pense que la raison pour laquelle les traditions spirituelles parlent de ce concept qui dit que nous sommes tous connectés, c'est parce que les sociétés qui adoptent pleinement cette idée sont aussi celles qui, dans le temps, approfondissent leur niveau de considération, leur niveau d'expression et leur niveau de compréhension des uns des autres. C'est pour cette raison que cette idée revient encore et encore au cœur des traditions spirituelles. J'espère qu'avec cette conférence, vous comprendrez la raison même qui se trouve au cœur de la science. C'est quelque chose aujourd'hui prouvé et irréfutable. La science dit que l'univers physique, à tous les niveaux d'organisation, et à chaque manifestation de la matière, de l'énergie et de la vie, est connecté. Avec ce savoir, j'aimerais que nous nous réunissions tous afin de comprendre cette vérité, sur la véritable nature de l'univers. Et que, sachant que nos cœurs, notre respiration et notre esprit sont connectés de cette manière, alors nous devrions faire l'effort de comprendre ce que cela veut dire de vivre avec cette vérité. Merci.